l'équipe, la série d'interviews continue sur la chaîne First Team et cette semaine, cette fois-ci, on est, Thomas, avec Ryan Rupert qu'on retrouve 2 ans plus tard. À l'époque, il sortait de l'INSEP, on s'en souvient, il était tout jeune, il est toujours jeune, mais sa vie a quand même pas mal changé en 2 ans. Salut Ryan. Salut, vous allez bien? Tu vas bien? Ça va, c'est plaisir d'être ici. Content de t'avoir. C'est vrai que la dernière fois qu'on t'a vu chez nous, t'étais à quelques jours, quelques semaines, non, quelques jours d'ailleurs, hein, d'un départ en Australie, enfin en Nouvelle-Zélande. On est 2 ans plus tard, t'es en NBA, tu fais kiffer. Moi, j'aime bien voir nos petits gars qui sont en NBA et qui grandissent. Donc, on va voir si t'as grandi aussi dans cette interview. Oh, si l'homme a grandi, en plus du joueur. Parlons justement rapidement, on a évidemment suivi ça un petit peu de loin. T'avais eu cette année dans la libre antenne au sortir d'un de tes meilleurs matchs NBA. C'est son meilleur match. Ton meilleur match NBA. Raconte-nous comme ça, en 2 ans, comment ta vie s'est accélérée d'un jeune lycéen qui sort de l'INSEP, un mec qui part vivre en Nouvelle-Zélande pour jouer au basket, préparer la draft, qui est drafté et qui se fait une première année NBA. Franchement, c'est vrai que tout est passé assez vite. Des fois, j'ai même pas le temps de vraiment revenir en arrière. Je suis allé à l'autre bout du monde en Nouvelle-Zélande. Après, ça s'enchaîne avec la draft aux États-Unis. Donc, c'est vrai que tout s'accélère. J'ai pas toujours le temps de tout regarder en arrière, mais ouais, ça fait plaisir et on va continuer. Aujourd'hui, t'es un joueur NBA. Avant qu'on parle de basket, de ta préparation, pendant que je vais couper mon son, tu as été drafté par les Portland Trail Blazers. Donc, tu vis dans l'Oregon à Portland. On a visité cette ville de Portland. Et comment la définir? C'est une ville de crackhead. Elle est spéciale, ouais. C'est une ville spéciale. Ah, c'est grandeur nature. On nous a promis de la montagne, des hikes, des randonnées, il y a ça etc. un peu. Il y a ça, mais et puis il y a le centre-ville, ouais. Il y a le centre-ville, qui est très particulier quand même. Bah, le lendemain de la draft, en fait, où je suis arrivé, j'ai directement visité des apparts et des maisons. Premier truc que j'ai visité, c'était au centre-ville et il y avait vraiment des craquettes de partout. Du coup, j'ai dit, ouais, c'est mort, je veux pas vivre ici. Ma mère, elle était pareille. Du coup, après, ça va, je suis genre à 15 minutes du centre-ville. C'est un quartier un peu plus tranquille, donc ça va. Mais ouais, je vais pas beaucoup au centre-ville, hein. À part pour aller au resto des fois, et encore, j'ai peur de garer ma voiture là-bas. Ça t'a pas surpris un petit peu de découvrir comme ça, quand on rêve de NBA, qu'on arrive dans une ville un peu où c'est vrai qu'on imagine le Portland, l'Oregon, des grandes forêts, des grandes balades, et là, c'est vrai que le centre-ville, il est important. J'avais vu des vidéos, genre, tu vois, sur Los Angeles ou San Francisco, tu vois, j'avais déjà vu des vidéos sur ça, mais je pense pas qu'à Portland, il y avait ça, donc c'est vrai que la première fois que je suis arrivé, ça m'avait choqué un peu. T'as quand même trouvé des endroits où sortir, enfin, où aller manger au resto, ce genre de choses? Ouais, mais je reste vraiment dans le coin vers chez moi, vers la salle, c'est plus tranquille, mais le centre-ville, là, franchement. Ouais, la prochaine, si on vient à Portland, tu nous donneras 2-3 adresses. Ouais, pas de souci. Très bien, ok, super. Nico Batum nous avait filé quelques adresses, mais faudrait que tu nous remettes à jour sur Portland, mais c'est loin par contre, hein. C'est un peu le Brest des États-Unis. Ah, bah, complètement, ouais, c'est ni plus ni moins. Aujourd'hui, t'es un joueur NBA, qu'est-ce qui a le plus changé dans ta vie en 2 ans? Franchement, pas grand-chose, hein, parce que je sois à l'INSEP, en Nouvelle-Zélande ou en NBA, bon, forcément, il y a plus, un petit peu plus d'attention, plus de monde, plus de regard. Mais en soi, ça reste que du basket et ouais, ça reste juste un plaisir. Donc, j'essaie de profiter chaque jour, continuer à travailler. Mais c'est vrai qu'en NBA, il y a beaucoup plus de matchs. Le rythme, il est beaucoup plus important. Donc, faut prendre plus soin de son corps, etc. Donc, ouais, je dirais que c'est vraiment le rythme qui a beaucoup changé. Tu ressens ce truc de être toujours focus sur le prochain match et pas t'entraîner. Alors, je sais que tu t'entraînes pour toi, mais l'entraînement collectif, tu l'as connu beaucoup en France, tu l'as connu aussi en Nouvelle-Zélande. En NBA, c'est pas du tout la même chose, tout le monde le dit. C'est vrai que ça, c'était différent. Au début, c'était vraiment un changement parce que, bon, là, le training camp et tout, on s'entraîne beaucoup. Mais dès que la saison, elle commence, bah, un vrai entraînement, c'est toutes les 2 semaines, quoi, même pas. Donc, c'est vrai qu'au début, c'était un temps d'adaptation. Surtout quand tu joues pas, bah, tu dois rester en rythme. Donc, c'est vrai que c'était l'adaptation. Mais bon, après, il y a tellement de matchs, ça s'enchaîne, etc. Donc, une fois que tu as pris le rythme et tout, après, bah, tu kiffes parce que tu joues tout le temps, en fait. Ryan, on nous martèle, on nous dit tout le temps, dès qu'on parle avec tes représentants ou tes proches, de nous dire, il fait que s'entraîner. Il passe sa vie à la salle. C'était déjà le cas à l'INSEP. Mais là, t'as même battu des records de nombre de tirs pris à la salle. À quoi ça ressemble, la journée de Ryan Rupert, pendant une saison NBA? Quand je suis à Portland, souvent on a un petit entraînement collectif le matin. Donc après j'ai muscu individuel après l'entraînement collectif. Après je rentre, je me repose, je mange, je fais ma sieste. Et après j'ai mon coach indiv, Jimmy Verov, que tu connais bien. On retourne tous les soirs à la salle quand je suis à Portland s'entraîner. Donc tu te mets beaucoup de rab. Ouais, et pas à la cantine, hein, parce que sinon ça marche moins bien. C'est pour nous le rab à la cantine. N'importe quoi. Mais c'est vrai que, en fait, j'allais dire tu t'infliges, c'est pas le bon mot, mais tu t'imposes une discipline où tu te dis je vais bosser véritablement 2 fois plus que tous mes autres coéquipiers. Ouais, c'est ça parce que je suis pas forcément le plus talentueux, etc. Donc je sais que voilà, j'ai beaucoup de travail à faire si je veux atteindre mes objectifs et pouvoir rester le plus longtemps possible dans cette ligue. Donc voilà, j'essaie de me donner tous les moyens possibles et ouais, juste voilà, travailler même quand
je me sens bien, en fait. Quand je sors de cette routine, etc., je me sens pas, je sens qu'il y a un truc qui me dérange. Donc, j'aime juste bien cette routine, aller à la salle. Et voilà, c'est ce que je fais tous les jours, c'est ce que j'aime faire. Donc, Dis-moi un peu avec précision ce que tu fais, les axes que tu travailles. Tu vas me dire un petit peu tout, mais il y a bien des trucs sur lesquels tu travailles beaucoup plus que sur le reste. Dans un premier temps, quand je suis arrivé, le plus important, c'était vraiment mon catch and shoot, vraiment fixer mon shoot, être capable d'espacer le terrain. Parce que je savais que pour être sur le terrain, il fallait que je sois capable de mettre mes catch and shoot. Dans un premier temps, c'était vraiment ça. Et donc, mes pourcentages, ils ont vraiment augmenté, que ce soit en G-League dans un premier temps, en NBA. Et après, c'était savoir bien lire les attaques de close-out, les finitions près du cercle. C'était vraiment les 3 axes cette année. Quand tu décris ce que tu travailles exactement, je vois un profil de joueur, mais je vais te demander à toi d'abord, quel type de joueur tu as envie de devenir en NBA? J'ai pas envie de me fixer de limites. Après, je sais que ça se fait étape par étape. Donc, pour l'instant, là, je vais d'abord essayer de vraiment m'imposer dans cette ligue en SUNJ, capable de mettre ses shoots, gros défenseur, capable d'attaquer mes close-out et vraiment être fort dans mes attaques vers le cercle. Et après, petit à petit, continuer à développer tout le reste de mon jeu. Mais ça va se faire étape par étape, forcément. T'as des modèles, des rôles modèles? Des joueurs que tu regardes un peu plus en NBA? Ouais, j'aime beaucoup Michael Bridges. Vraiment sa progression. Il est arrivé dans la ligue, c'était vraiment juste un gars qui shootait à Phoenix. Et voilà, juste il attaquait ses close-out. Et petit à petit, voilà, il est devenu un très bon two-way player dans cette ligue. Donc je m'inspire beaucoup de lui. T'es drafté par Portland et j'aimerais qu'on revienne sur le soir de la draft. J'aimerais vraiment qu'on revienne sur le soir de la draft. Ça a été particulier, on l'a vécu nous de loin. Toi, t'étais sur place. T'étais annoncé top 20 à peu près, dans le meilleur des cas. T'es redescendu jusqu'à 43. Finalement, tout s'est bien fini puisque Portland t'a offert un contrat. Mais raconte-nous l'émotion que t'as vécue. Il y a Victor qui a appelé en premier. Il y a Bilal qui a appelé très haut ensuite aussi. Et puis toi, t'as attendu. Raconte-nous cette attente avec tes agents, avec ta mère, avec tout l'entourage. Comment tu l'as vécu? C'est vrai que c'était particulier parce que en plus j'étais dans la green room et tout, donc tu vois les équipes défiler, etc. Ton nom il est pas appelé, donc c'était un moment un peu stressant, mais en même temps t'as la draft, c'était vraiment beaucoup d'émotions en même temps. Et après vers la fin du premier tour, donc Bouna il me dit que il est pas au premier, que je vais sûrement pas être au premier tour, mais qu'il y avait Portland qui me proposait un contrat garanti. Je crois que c'était en 43. Du coup, il me dit ça vers la 25e, 26e place. Du coup, après, on a refusé toutes les équipes vers le début du deuxième tour et pour aller à Portland parce qu'ils avaient un vrai projet. Je savais que l'assistant GM, il me suivait depuis longtemps et tout. Donc, C'est vrai qu'on a toujours l'impression de l'extérieur que ce sont les équipes qui choisissent. Mais là, tu nous confirmes bien que c'est un vrai jeu en deux camps, on va dire, agent, joueur et équipe. Tu peux refuser des drafts quelque part. Enfin, refuser. Il y a des équipes qui peuvent faire un pas vers toi. Si tu vas pas vers eux, t'es pas drafté. Là, en tout cas, là, c'était ce qui s'était passé. Après, c'est vrai que ça allait tellement vite parce que il est venu me voir, etc. Il me dit, bon, on fait quoi? Est-ce que ça te va et tout? Donc, c'est vrai que tu dois répondre un peu sur... T'as dû décider d'un coup comme ça alors que, bon, t'es dans l'émotion. C'était sa décision, mais il m'en a fait part. Et c'est vrai que dans l'émotion, tu dois dire oui ou non. Enfin, du coup, c'est vrai que c'était un moment un peu particulier, mais bon, après, ça s'est bien fini. J'étais vraiment content de tomber à Portland. Ça faisait partie des équipes où je voulais aller. Donc, oui, parce que dans les interviews pré-draft, t'avais senti qu'il y avait un feeling avec les Blazers? Ouais, déjà, comme j'ai dit, assistant GM, je l'avais déjà rencontré quand j'étais à l'INSEP, Mike Schmidt, et après, j'avais fait un workout avec eux, je les avais vus quand j'étais au Combine à Chicago, et ça s'était vraiment bien passé, donc non, franchement, j'étais content d'aller. Mais quand t'as vu les noms comme ça s'égrener, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, oula, ou vraiment tu t'es dit, bon, je descends, je serai plus bas que prévu, mais ça va le faire, ou au moins tu t'es vraiment vu, rentrer chez toi et te dire, bon, mais je suis pas drafté, va falloir que j'aille dans des workouts, m'envoyer, essayer de gagner ma place en Summer League. Franchement, sur le moment, c'était tellement particulier que j'avais pas vraiment d'émotion. Franchement, je réfléchissais même pas au futur et tout. J'essayais juste de rester sur le moment présent et d'attendre juste que ça se passe. Et voilà. Bon, t'as comment eu ton contrat donc avec Portland et on va se lancer dans cette saison. On va commencer de manière individuelle. Pendant la moitié, voire un petit peu plus de l'année, t'as fait beaucoup d'allers-retours en G-League. Moi, j'aimerais que tu me racontes ta vision de ce championnat. Je sais que y a Axel Toupane qui m'en a dit du bien. Je sais que Peter Corneli m'a dit que c'était une catastrophe pour lui. Il en garde un très mauvais souvenir. Quel rapport t'as, toi, avec ce championnat-là et qu'est-ce que ça t'a permis de développer? C'est pas l'Euroleague forcément, mais j'étais agréablement surpris parce que
Collectivement, il y a vraiment de tout. Il y a des équipes où, franchement, je vais pas mentir, c'est une cata, ça joue mal, chacun joue pour soi. Je pourrais jouer, moi, tu penses, dans ces équipes? Non, pas sûr. Pas quand même. Ryan, on avait dit que tu dirais oui. On avait dit que tu dirais oui. Bien préparé cette interview. Il y a des gens qui nous regardent. Non, faut que je vois tes highlights. Il y en a, t'inquiète. Mais ouais, donc il y a des équipes où ça joue vraiment mal, chacun joue pour soi. Et j'étais agréablement surpris parce qu'il y a vraiment d'autres équipes où ça joue vraiment un bon basket. Et il y a de vrais joueurs. Franchement, individuellement, il y a de vrais joueurs. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de vrais joueurs en G-League qui pourraient avoir des vraies carrières en Europe, mais des fois qui s'entêtent à rester en G-League pour essayer d'avoir un contrat NBA et tout. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs talentueux, donc et ça joue assez physique. Et défensivement sur l'homme, des fois collectivement en défense, ça défend pas toujours super bien, mais en défense en 1 contre 1 et tout, franchement les gars ils sont assez physiques, athlétiques, donc ça joue dur. Des fois même plus dur qu'en NBA, je trouve. Parce que ouais, les gars, ils ont la dalle là-bas. Donc non, franchement, j'étais agréablement surpris. Est-ce qu'il y a une filiation entre les Blazers et l'équipe de G-League? Il y a des systèmes qui se ressemblent, un état d'esprit différent? C'est pareil. C'est vraiment les mêmes systèmes. En plus, moi, j'ai de la chance à Portland et l'équipe de G-League, c'est au même endroit. On s'entraîne au même endroit. Et on joue à l'université de Portland. Donc, t'as pas besoin de déménager, quoi, en gros. Ouais, c'est ça, j'avais pas besoin de déménager. Il y a vraiment un vrai suivi. À chaque match, il y avait le coach qui venait, le GM, l'assistant GM, les coéquipiers et tout. Donc, franchement, il y avait un vrai suivi. Il y avait toujours des retours, etc. entre les deux équipes. Donc, franchement. T'as senti que t'étais au-dessus de ce niveau-là? Tu l'as vraiment ressenti, ça? T'étais au-dessus? Ouais, franchement, en termes de talent, après, j'ai fait quelques bonnes perfs et tout. En plus, on avait une bonne petite équipe et tout. Donc c'était cool. Après, ouais, je veux pas dire ouais, je me sens. Bah non, j'ai envie que tu me dises oui. Franchement, j'ai envie que tu me dises ouais. On t'a mis des phases 4, on t'a vu à droit, on t'a vu même, on t'a vu manier la balle, être créateur. Tu vois aussi, on a vu faire des trucs, on te voyait pas faire parce que tu jouais pas à ce moment-là. Et justement, on a vu tout le travail. Le fameux flash. C'est ça qui était bien en fait. Je me suis retrouvé un peu dans mon rôle à l'INSEP parce que en Nouvelle-Zélande, j'avais pas tout le temps la balle en main. NBA forcément pareil au début, donc c'est vrai que je me suis retrouvé un peu dans mon jeu comme j'étais à l'INSEP, mon poste naturel, poste 2, un peu créateur, qui prend des pick and roll, qui crée pour les autres, donc franchement c'était cool, ça m'a fait plaisir et ça m'a redonné beaucoup de confiance et tout, donc non franchement c'était cool. Comment ça fonctionne quand t'es entre deux équipes comme ça? C'est-à-dire qu'on t'appelle le matin, le soir faut que tu sois en G-League, on t'appelle le lendemain matin faut que tu sois avec l'équipe NBA, comment ça fonctionne? Comment on se tient prêt à ça? Non, ça par contre ça j'étais vraiment pas prêt, ça c'était une dinguerie parce que par exemple je vais jouer avec la G-League. Juste après le match, on va m'appeler, on va me dire tu retournes avec la NBA. Après, il y a une fois, j'ai joué 8 matchs en 8 jours. J'enchaînais les deux parce qu'il y avait des blessés en NBA. Donc, par exemple, il y a une fois, j'avais joué à Utah avec la G-League à 20h. J'avais fait un gros double-double, je crois que j'avais fait 19 et 16 rebonds. Et après le match, on m'appelle, on me dit ouais, tu vas à Dallas demain. Du coup, le matin, je prends un avion, mais c'est pas les jets privés avec la NBA. Là, c'était vraiment un truc commercial. Ouais, je me retrouve un truc commercial. J'ai pris un avion à 7h du mat, donc j'arrive à Dallas. T'as payé un supplément bagage et tout. J'arrive à Dallas, je mange vite fait, je fais une petite sieste et le soir, j'ai joué genre 20 minutes. Donc c'est vrai que tu dois toujours être prêt. En fait, tu sais jamais quand ton nom va être appelé. Donc, faut toujours rester prêt. Ça, c'est incroyable quand même. Dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que oui, alors t'as les numéros 1 de draft, les top 10 qui eux ont des rôles tout de suite dans des équipes, mais c'est aussi ça l'apprentissage de la NBA. C'est pas toujours clinquant, ronflant, ouais, c'est aussi ça. On rappelle que Rudy Gobert est passé par la G-League aussi. Il y en a beaucoup. Donc c'est aussi ça, il y a pas que le truc qui parce qu'il y a 60 mecs qui entrent chaque année en NBA et t'en as, allez, on va dire une quinzaine, peut-être une vingtaine qui sont dans les premières rotations dès le début de la saison. Donc tu nous confirmes bien que c'est ça l'apprentissage de la NBA aussi. Ouais, pour la plupart des joueurs, ça se passe comme ça et la première année, tu fais un peu de G-League, NBA et voilà, petit à petit, t'espères t'imposer dans la rotation et monter comme ça. Mais non, franchement, c'était un bel apprentissage. Franchement, c'était un bel apprentissage. Pas 2 années comme ça, par contre. Non, j'espère pas. Bon, tout va quand même s'éclaircir au mois de mars. Alors, ça sera pas matérialisé par des victoires collectives, mais toi, à partir de mi-mars, fin mars, tu vas commencer à jouer, tu vas commencer à avoir des vrais temps de jeu et à te montrer, à marquer 11, 13, par-ci, par-là. Comment ça s'est passé à un moment donné, ce moment-là? On t'a dit, OK, tu vas finir la saison avec nous, vous n'aviez plus rien à jouer et on va te mettre sur le terrain et va falloir que tu saisisses ta chance? On me l'a pas dit, hein. Franchement, en NBA, on te dit pas. Comme j'ai dit, tu dois vraiment toujours être prêt. C'était pas prévu le fait que... Non, parce que j'avais fait un match de G-League, je m'étais fait une petite entorse à la cheville, pendant du coup 2 semaines j'étais off, et du coup après j'ai repris avec la NBA, et je sais plus où on était allé, après on était allé à Minnesota, donc le coach il m'a lancé, j'avais fait un bon match, j'avais mis 13 points, et à partir de là j'ai joué régulièrement jusqu'à la fin de saison. Après on a eu quelques
blessé et tout. Donc après, j'ai fini la saison. T'as été starter, t'as pris des 25, des 30, des 40 même le dernier match. Tu t'es senti, toi qui as beaucoup bossé individuellement, toi qui as fait des bonnes perfs en G-League, est-ce qu'à ce moment-là, sur cette fin de saison, quand tu joues avec des temps de jeu d'un joueur majeur de ton équipe, est-ce que tu te sens comme un joueur NBA déjà? Je dirais oui et non, parce que je dois être honnête, je sais que parce qu'on n'avait plus rien à jouer, donc c'est pour ça aussi que j'ai beaucoup joué. Mais après, forcément, c'est comme un rêve d'enfant. Tu vas jouer à Boston, la salle, elle était blindée. Tu vois, il y a toujours ce côté enfant en toi qui doit prendre du plaisir, même si la NBA, c'est un business, c'est sérieux, etc. Faut jamais oublier cette passion qu'on a du basket. Donc, j'ai vraiment essayé de profiter le max que je pouvais, prendre le plus de plaisir, essayer d'être le plus performant possible. Et ouais, voilà, juste prendre du plaisir. Et ouais, c'était un apprentissage accéléré sur cette fin de saison pour le futur. Tu parles de rêve d'enfant. Dis-moi, ton premier match, le premier soir où tu sais que tu vas faire ton premier échauffement, t'avais les jambes un peu flagada comme ça? Premier match NBA, en plus, c'était contre Batum, c'était aux Clippers. Moi, j'avais joué vite fait à la fin. Mais ouais, franchement, c'était lourd. Tu regardes autour et tout. C'était au Staples Center. Je sais pas comment ça s'appelle. Crypto.com, ouais. Le Crypto.com. Ouais. Crypto.com. Mais non, franchement, c'était lourd. Mais ouais, après, mon meilleur souvenir, c'était forcément mon match contre Phoenix. C'était mon premier match où j'ai eu vraiment des minutes et j'ai directement bien joué. Et le match à Minnesota aussi contre Gobert où j'avais fait un plutôt bon match. Donc non, forcément, ouais, c'était des bons souvenirs. On parle beaucoup de ton adresse, de ton travail sur ce tir à 3 points, mais tu es surtout reconnu pour être un féroce défenseur. Là, tu es dans une ligue avec les meilleurs attaquants. Raconte-nous un petit peu les match-ups que tu as pu avoir, celles où tu as le plus souffert et celles où tu t'es senti prendre le dessus justement sur ton vis-à-vis. Le pire, je dirais, c'était Shea contre OKC. T'es pas le seul, hein, si ça peut te rassurer. Non, parce que déjà, il a tous les coups de sifflet, il est bon, tu vois, sur les feintes, il a un bon changement de rythme et tout, donc des fois, c'était dur à lire. J'avais pas encore toute l'expérience, donc je pense que c'était mon match-up le plus compliqué. Et après, Minnesota, Edwards, je sais pas, j'avais quelques actions, j'avais réussi à le tenir. Et mais après, ouais, c'est vrai, au début, il y a un temps d'adaptation en défense parce que c'est pas pareil qu'en Europe et ce que j'ai pu voir en Australie. C'est beaucoup plus athlétique, c'est plus ouvert, il y a les 3 secondes et tout, donc ça change un peu dans les aides, etc. Mais après, au fur et à mesure de l'année, c'était une médaille. Raconte-nous là sur Anthony Edwards, parce que bon, il est là au moment où on enregistre, il est en finale de conférence, mais ça prouve bien qu'il y a peu importe les joueurs qui soient forts, ils sont tous forts, mais il y a des joueurs sur lesquels on arrive mieux à se sentir. Et Anthony Edwards, apparemment, donc, en fait partie. Explique-nous un petit peu, quand tu te retrouves pour la première fois, tu rentres sur le terrain, tu dis, OK, je vais défendre sur ce mec-là. Comment tu t'es senti? Je sais pas, c'est toi qui mets les premiers coups, c'est toi qui réduis les distances, tu l'as bien senti dans son dribble? Déjà, je vais pas mentir, c'était un soir sans pour lui. Il était pas très adroit. Mais ouais, t'essaies juste d'être physique et de l'envoyer sur ses spots, on va dire, où il est le moins efficace. Essayer de lui faire prendre des pull-ups contestés ou des trucs comme ça, pas le laisser aller prendre des lay-ups faciles ou des shoots ouverts à 3 points. T'essaies juste de lui rendre la tâche le plus compliquée, essayer d'être plus physique et ouais, juste lui faire prendre des shoots contestés. Et voilà. Après, sur les superstars, tu peux jamais les arrêter complètement. Voilà, tu peux juste essayer de leur rendre la tâche difficile et j'essaie juste d'utiliser ma longueur pour les gêner. Pour continuer dans ton truc de rêve de gosse, c'était qui le joueur que tu voulais absolument affronter dans cette saison? KG, hein. Et alors? C'était KG. T'as eu l'occasion? Ouais, c'était Phoenix en plus. C'était mon premier match avec des minutes. Donc, en plus, j'ai dû défendre sur lui et tout un petit peu. Donc, sur le moment, tu t'en rends pas compte parce que, en plus, c'était mon premier match. Donc, j'étais vraiment concentré sur toutes les consignes, le plan du jeu et tout. Mais à un moment, je me suis posé comme ça. J'ai regardé KG, tu vois, et j'ai regardé comme ça. J'ai dit, waouh, je joue contre KG. En plus, j'ai essayé de le pousser un moment. Il m'a regardé comme ça, il m'a poussé. Après, il est allé au lancer, j'avais le seum. Est-ce que t'as eu la photo? J'espère qu'on t'a imprimé la photo. Ça, c'est des trucs, faut garder toute sa vie. Faut que tu la demandes. Le photographe, il a même pas pris de photo. Ouais, il dort. C'est un dormeur. C'est le premier truc que j'ai regardé après le match. Mais ouais, c'était vraiment le joueur dont j'avais envie de jouer. Et donc, ouais, c'était cool. Hein. Pas mal. Ton coach, c'est Chauncey Billups. Nous, on a vu forcément ton bon début, ta bonne fin de saison. J'imagine que lui aussi. C'est quoi les échanges que tu as avec lui? C'est important aussi d'être bien vu par le coach principal. Il voyait en fait au début il y avait pas beaucoup d'échanges début de saison mais il voyait que j'étais tout le temps à la salle et tout. Il a vu mes progrès par rapport à quand je suis arrivé à la Summer League au training camp. Donc c'est vrai qu'on plus la fin de saison elle approchait, plus on échangeait de plus en plus. Donc à chaque fois il me donnait des conseils, pendant le match il me parlait et tout ça, que ce soit sur des trucs défensifs, offensifs.
Donc ouais, c'était vraiment un échange ouais, comme coach-joueur et comme un grand frère un peu. Voilà, il essayait de me donner des conseils. Est-ce qu'il te parle du moyen terme, de comment il te voit pour la saison prochaine, quel rôle il aimerait te donner, qu'est-ce qu'il va attendre de toi? Est-ce que vous allez aussi loin dans les discussions? Bah, on a fait un bilan de fin de saison et c'était plus le résumé un peu de la saison. Il m'a dit qu'il était vraiment très content et très fier de tous les progrès que j'avais fait, etc. Et que bah voilà, pour l'année prochaine, on a plus fait un plan sur quoi fallait que je me concentre sur l'off-season, sur quoi travailler, etc. pour essayer de rentrer dans la rotation. Dis-moi un petit peu quel type de coach il est. Du coup, t'en as connu pas mal maintenant dans ta carrière. Tu sais que les gens ont un peu des doutes. On connaît sa grande carrière de joueur. Il a mine de rien fait la bascule assez rapidement. Dis-moi quel type de coach il est, quelles sont ses qualités aujourd'hui que tu as pu déceler? C'est pas forcément un coach qui crie beaucoup, mais il est vraiment très respecté par ses collègues et par les joueurs, par nous. Déjà de par sa carrière de basketteur et même ça se voit que quand il parle, tu vois, il a beaucoup de savoir ouais, sur le basket, sur tout un peu. Donc non, franchement, il est vraiment, on l'apprécie pas mal. Ok, il est proche des joueurs, le vestiaire est avec lui. C'est ce qu'on peut appeler les entraîneurs-joueurs, un peu comme on dit de Tyronn Lue, qui n'a pas du tout la même carrière de joueur, mais c'est un peu ce truc-là d'entraîneur-joueur. Ouais, non, franchement, c'est quelqu'un de très proche, très très proche des joueurs. On peut toujours aller lui parler, que ce soit pour le basket ou pour autre chose. Même il donne des conseils sur le basket, mais surtout dans la vie en tant que joueur, etc. Parce que il a beaucoup de savoir forcément. Donc non, franchement, c'est vraiment quelqu'un de très proche de ses joueurs. La saison, elle a été loin un petit peu des objectifs de début d'année. Je t'apprends rien en disant ça. Vous aviez quand même sur le papier une équipe pas trop mal. Vous avez été un petit peu loin de vos ambitions. Notamment un autre rookie qui est dans ton équipe, c'est Scooter Anderson. Ça a été compliqué pour lui son début de saison et nous ça nous a surpris parce que c'est un mec qui avait déjà joué avec des adultes pendant 2 ans à la Ligue Ignite. Comment ça s'est ressenti au sein de la franchise comme ça qu'Anderson n'arrive pas à enclencher aussi vite que prévu? Après c'est vrai qu'arriver en NBA à 19 ans sur le poste de meneur de jeu, c'est vraiment un des postes les plus compliqués. Donc c'était pas forcément facile pour lui, en plus il avait beaucoup de pression. Mais franchement, j'étais agréablement surpris, surtout les 2 premières semaines où il se faisait lyncher sur les réseaux sociaux et tout. Et tu vois, il arrive à la salle, il arrivait souriant. Tu vois, son attitude, qui joue bien ou pas bien, elle a jamais changé. Son éthique de travail, pareil. Donc c'est vrai que j'étais surpris qu'il arrive à encaisser tout ça aussi tôt dans sa jeune carrière. Et ouais, franchement, je me fais pas de soucis pour lui parce que c'est un travailleur, il a un vrai mental. Donc toi aussi, t'as été surpris, comme tous les gens qui ont observé, par son niveau pendant les matchs. Il y a eu des blessures ici ou là, mais on attendait beaucoup de lui. T'as été surpris, toi, de ses premiers matchs en NBA, franchement, qui étaient ratés avec peu d'adresse, etc. Par rapport à ce que tu as vu du training camp et... c'est vrai qu'au training camp, il était vraiment... Même à la Summer League et tout, il était vraiment au-dessus et tout. Après, j'étais pas vraiment surpris parce que je savais qu'il allait avoir un temps d'adaptation. Je sais pas si c'était... Bon, lui, par ses déclarations, après, il a une grosse confiance en lui. Mais aussi les gens qui mettaient qui avait des attentes surdimensionnées par rapport à lui dès aussitôt. Je pense que je me fais pas de soucis, il va avoir une grande carrière. Mais bon, il reste un meneur de jeu de 19 ans qui doit, en NBA, qui doit gérer une équipe et tout. Donc, je pense qu'il y a... Il l'a jamais fait ressentir, sa frustration, il l'a jamais fait ressentir à l'équipe ou... Non, jamais sur les autres. Franchement, c'était un gars très ouvert, très accessible. Toujours, il a toujours le sourire et tout. Donc, non, franchement, en plus, il a fait une grosse fin de saison plutôt. Donc, Et alors, restons vite fait sur le meneur. Est-ce que Brogdon a une influence sur lui, Michael Brogdon? Est-ce qu'il y a une relation entre eux? Non, Brogdon, c'était vraiment... parce qu'on est une équipe assez jeune, c'était vraiment le vet de l'équipe. Quand il parle, tout le monde se tait, tout le monde l'écoute. Et ouais, franchement, il était vraiment là, que ce soit aux entraînements, pendant les matchs. Parce qu'il a été beaucoup blessé, donc à chaque fois, il le prenait sur le côté. Même dans le vestiaire, c'était quelqu'un qui parlait beaucoup, qui lui donnait des conseils. Lui et même à tous les autres joueurs de l'équipe, surtout les rookies. Franchement, Brogdon, c'était vraiment un très bon vet. Il était pas dégoûté de pas être tradé en février pour être dans un bon projet? Franchement, tu le vois pas. Oui. Non, mais en vrai, il va pas. C'est quelqu'un de vraiment professionnel, donc il va jamais tu sais pas vraiment ce qu'il ressent, donc il va jamais le laisser paraître ou le montrer. Et son attitude envers nous, les joueurs ou au sein de l'équipe, elle a pas changé. Il est toujours resté le même. Il a toujours continué à nous soutenir, à parler. Il allait faire des petits tours en ville le soir. Horrible. Il y a un autre joueur qui fait beaucoup parler, qui en tout cas nous a fait beaucoup parler, c'est lui, il est pas meneur, il est pivot, c'est DeAndre Ayton. C'est un drôle de zozo, c'est un vrai talent. Dans les médias en tout cas. Ouais, dans les médias, c'est un vrai talent, mais entre ce qu'il dit, ce qu'il fait, son irrégularité,
Comment ça se passe au sein de l'équipe? Déjà, avant de parler du basket, ce gars, il est vraiment trop drôle. Ah ouais? J'étais agréablement surpris. Puis il est en face de moi dans l'avion, on a une table et il est en face de moi. Franchement, c'est un sketch, il est super sympa, mais il est vraiment, ouais, il est à part, franchement, il est super drôle et tout. Pas perché, mais il est juste, je sais pas, il apporte toujours de la bonne humeur et tout, que ce soit même avant les matchs, genre 10 minutes avant le match, tu vois, il y a le speech du coach et tout. Genre juste avant, il est là avec sa musique, il chante et tout. C'est vraiment quelqu'un qui apporte toujours de la bonne humeur. Il est solaire, comme on dit. Ouais, il est solaire, qui joue bien, pas bien. Même au début, le début de saison, on va revenir, mais il a eu un début de saison un peu compliqué et tout. Mais son attitude, franchement, elle a pas changé. Il était toujours là, rigolo et ouais, c'était DeAndre Ayton. Franchement, il est spécial. Mais ouais, il a eu un début de saison un peu compliqué, mais je pense que c'était le temps d'adaptation. Aussi, il était avec Chris Paul avant à Phoenix. Là, il est passé avec une équipe assez jeune et tout. Donc, je pense qu'il y a eu un temps d'adaptation. Mais après, une fois qu'il s'est adapté un peu à l'environnement, etc., bah, il a fait une fin de saison monstrueuse. Et quand il fait des déclats comme ça dans la presse, parce qu'on adore, nous, ça, attention, et que il y a pas tout de suite les effets sur le terrain qu'on voit, quel regard t'as sur ça? Toi, t'es plutôt l'inverse, t'es un taiseux, t'es plutôt quelqu'un qui bosse et qui veut montrer sur terre. Lui, on a l'impression que c'est un peu une star d'Hollywood aussi. Comment tu vois ça? Au début, quand j'ai vu les déclats, j'étais là, oh, okay. C'est spécial le gars. Mais après, quand t'apprends à le connaître, ça me choque pas du tout. Franchement, ça me choque pas du tout. Je pense qu'il dit ça, il sait très bien que ça va faire parler en fait. Ouais, c'est juste. Ouais, c'est peu. sa personne. Il dit ça. Je pense qu'il dit juste ce qu'il pense. Franchement, c'est pas un gars qui a des filtres et tout. Donc, il dit ce qu'il pense, il a confiance en lui. Et mine de rien, bah, ce qu'il a dit, il l'a montré sur la fin de saison. Il a montré à la fin que c'était sur un joueur hyper dominant, c'est sûr. Il a sorti quelques paires clairement. de top pivots de la ligue. Comment tu vois la suite avec Portland globalement, hein? Toi, de toute façon, t'es en contrat, tu vas continuer à vouloir gagner ta place, mais l'année dernière, Thomas, on faisait presque une équipe qui pouvait être une surprise et accrocher, pourquoi pas se battre pour un play-in, un peu comme a fait Houston. Vous en avez été loin. Comment tu vois la suite maintenant avec un effectif qui devrait pas beaucoup bouger? Vous avez le pick 7 de la prochaine draft. Comment tu vois la prochaine saison avec un an de vécu commun? Bah, je pense que tous les jeunes vont continuer à monter, à progresser. Scoot, il va monter. Shaedon Sharpe, il avait fait un gros début de saison. Après, il a eu des blessures. Je pense vraiment que... T'as quelque chose d'entraînement un peu ou pas? Peut-être une fois sur moi, mais pas beaucoup, hein. Tu t'en souviens pas? Non, pas sur... Peut-être une fois, mais c'était pendant l'été. Sacré jus, hein. Mais non, c'est trop. Franchement, c'est... Est-ce qu'un entraînement cette année, il a mis un pétard, genre vraiment? Il en a mis plusieurs, hein. Franchement, il en a mis plusieurs. Genre, ça crie et tout pendant l'entraînement? Franchement, maintenant, on est habitué. Les gars, c'est même plus, c'est trop. Mais t'es toujours surpris. Genre, il monte, tu fais, wow. Mais, je pense vraiment que l'année prochaine, il va vraiment exploser. Et parce que c'est vraiment un gars très très talentueux. Et voilà, je pense que tous les jeunes vont continuer à progresser, à monter. DeAndre Ayton, j'espère aussi, il continue comme s'il fait la même saison qu'il a fait sur la fin de saison. Donc ça peut vraiment beaucoup nous aider. Et j'espère qu'on va essayer d'accrocher le pied. Il y a une conscience collective que cette saison elle a été ratée quand même? Oui, bien sûr. Après, on n'a pas été épargné par les blessures. Notre 5 majeurs, je crois il a fait que 5 matchs. Ouais, Jérémy Grant, tout ça. Ouais, ils ont fait que 5 matchs ensemble. Donc, on n'a pas été épargné par les blessures. Parce que mine de rien, on fait un début de saison pas trop mauvais. Mais après, il y a eu des blessures et tout. Donc, ça a été compliqué. Mais ouais, tout le monde est motivé. Tout le monde est à la dalle pour qu'on fasse une meilleure saison l'année prochaine. Ça parle d'objectifs collectifs? Genre le play-in ou ce genre de choses? Vous êtes là-dedans ou pas vraiment? Bah, ouais, je pense que ça va être l'objectif. Hein, okay. Essayer d'accrocher le play-in l'année prochaine. Être à la lutte, comme ça, c'est tout. C'est clairement ce qu'il faut, c'est le minimum. Clairement. Je peux te poser une question sur Portland. Donc, toi, t'es arrivé, juste après le trade de Damian Lillard. Est-ce que tu sens, sa legacy au sein de la ville? On sait qu'il était hyper imprégné par les associations dans la ville, etc. Est-ce que toi, tu l'as ressenti, ce truc, que c'était sa ville 2 semaines avant que t'arrives? Ouais, bah déjà, j'ai vécu le trade de Lillard parce que quand je me fais drafter, il est encore là. Et il se fait drafter, il se fait trade, en plus, c'était pendant notre entraînement et tout. Donc, directement mis dans le business de la NBA, c'était spécial. Mais ouais, sa legacy, franchement, c'est, déjà, quand à nos matchs, il y a toujours plein de personnes qui ont le maillot de Lillard. Et tout le monde parle toujours de lui, tu vois, dès que je vais dans des restos, des trucs comme ça, t'entends le nom de Lillard et tout. Donc, non, franchement, il est toujours présent. C'est encore sa ville, quoi. Ouais, c'est toujours sa ville. Bon, après, en même temps, alors, souhaiter d'avoir une bonne équipe pour passer à autre chose. Et il y a un truc rien à voir, mais Nico Batum, à chaque fois, il est vraiment beaucoup apprécié là-bas. Ouais. À chaque fois, on parle toujours de lui et tout. C'est vraiment quelqu'un qui est beaucoup apprécié là-bas. Donc. Tu m'étonnes, en même temps, c'est des belles heures. Hein. Et puis, je pense que c'est la dernière, peut-être, grande équipe. Bon, ils sont allés en finale de conf après, quand même. Oui, mais sur le paplard, ils avaient l'équipe. Souviens-toi, ils en parlent souvent. On va clôturer cette belle et grande parenthèse NBA. Je voudrais qu'on parle de l'équipe de France. Il y a la liste de Vincent Collet qui est sortie, une liste élargie à 19 joueurs. Est-ce que tu t'attendais à y être?
Non, pas forcément, parce que j'ai eu des discussions avec Vincent et Rudy Nelom quand ils étaient venus à San Antonio, plutôt dans la saison. Donc ils étaient intéressés pour me faire venir sur le stage pour la liste élargie pour me voir. Après, il y a une règle en NBA avec les 28 jours, tu peux pas être là et tout, donc ils allaient me voir même pas 3 jours. Donc finalement, ça s'est pas fait. Mais après, bien sûr, l'équipe de France, c'est un objectif pour la suite de ma carrière. Il y a une belle génération qui arrive, Ronald. Justement, donc là, bon, les JO, il y aura un Rupert, mais ça sera ta sœur. On va en reparler tout à l'heure. Toi, ça sera peut-être pour Los Angeles en 2028. J'aimerais qu'on parle de la génération qui arrive là. En off, on en parlait un petit peu. Donc évidemment, il y a toi, Victor, Bilal. Il y a Nolan Traoré qu'on va faire des dingueries. Il y a Tidjane Salin. J'en oublie certainement. Zachary Rizaché, évidemment. Alexar. Citons nos futurs premiers choix de draft. Quelle vision t'as, Nadir Rifik, quelle vision t'as de toute cette génération-là parce que c'est l'équipe de France, ça va être la vôtre bientôt. Ouais, c'est assez fou. Franchement, il y a tellement de talent, tellement de bons joueurs. Donc, je pense vraiment que, l'équipe de France, ça va être spécial. Et que, j'espère on va se rapprocher du niveau de Team USA dans les années à venir. Mais c'est vrai, il y a vraiment beaucoup de talent et c'est super pour le basket français. Parmi tous les noms qu'on vient de citer, il y a des mecs dont t'es proche? Franchement, je les connais presque tous. Ousmane Dieng, bien sûr. Mathieu Strazel, bien sûr. Il y en a beaucoup. J'étais à l'INSEP. Ousmane, Tidjane, j'ai fait. Nos sœurs restaient en équipe de France ensemble plus jeunes et on a fait 1 an à l'INSEP. Zachary Rizaché, on a joué ensemble à Chalon quand on avait 4 ans. Franchement, je les connais quasiment tous. Donc, non, franchement, c'est cool. On a à peu près tous potes et tout. Donc, non, vous venez. Partez en vacances tous ensemble 1 semaine, faites des workouts. Faites des scrimmages, faites des vidéos, et nous on regardera ça avec plaisir. Ce serait pas lourd. On va le faire en live, on va commenter. Ce serait incroyable. Si mieux ils le font, nous on va le faire aussi. Ce serait lourd. Donc toi, t'es un peu trop jeune donc pour avoir rêvé de Paris 2024. Par contre, Los Angeles 2028, c'est quelque chose que t'as coché aussi dans ta liste un peu lointaine. Ouais, bien sûr, ce serait un rêve, surtout de faire les JO avec ma sœur en même temps. Ce serait vraiment un de mes rêves, donc ce serait lourd. Justement, en parlant de ta sœur, elle sort d'une saison en Italie. Elle va être l'une des figures de l'équipe de France cet été aux JO. Comment vous communiquez comme ça? Bologne et Portland, c'est pas à côté. Comment ça se passe pendant l'année? Vous prenez des nouvelles l'un de l'autre? Quasiment tous les jours. Avec le décalage horaire, c'est relou, je vais pas mentir, mais on s'appelle, on prend des nouvelles. De la saison de l'un de l'autre, etc. On se donne des conseils de temps en temps. On parle pas forcément que de basket, on a une relation comme tout frère et sœur. Mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'occasion de se voir souvent, donc dès qu'on peut se voir, on en profite. Est-ce que vous avez l'occasion de vous entraîner encore ensemble? Moi, c'est ça que j'adore. Fille, garçon, fille, entre frères et sœurs. Elle est toujours meilleure que toi. Non, quand même, elle sait très bien, Je veux pas parler, mais elle sait très bien. Moi, on m'a dit. Non. Tu sais ce que je voudrais faire? Tu sais ce que je voudrais organiser comme match? Oh, je sais où tu vas. Oh, frère-sœur contre frère-sœur. Exactement. Les Salins contre les Rupert. Les Salins contre les Rupert. On va pas faire les abautraites, parce que si ma sœur et moi on joue contre eux, on va prendre la gueule. Ça marche pour les Dufan, je te rassure aussi. On va laisser les Rupert et les Salins. Ça serait marrant, ça serait un peu... Mais bon, ça serait drôle de trouver 2 frères et sœurs où on fait un tournoi, tu vois. Bon, vous serez clairement les favoris. Il y a les Rizaché aussi. Et les Rizaché, bien sûr. Les Wembanyama aussi, on pourrait faire. aussi, elle est un peu plus jeune. Ouais, mais bon. La sœur Rizaché, mais à 25 ans. À 25 ans, t'imagines, ça commence à faire... Là, on a 4 familles déjà. On a beaucoup de familles. Il y a les Ayayi. Bien sûr, alors là, il y a de l'expérience pour le coup. Ça c'est bon, c'est un tournoi frères et sœurs. On va organiser ça d'ici quelques années. Je pense qu'on doit être le pays où il y a le plus de duos frères et sœurs. C'est possible. C'est pas mal. Et fils d'eux. On parle que de gens dont les parents ont été professionnels, donc c'est magnifique. Bravo les garçons et les filles. L'héritage. Ryan, merci beaucoup. Avec plaisir. On s'est régalé. C'est bien, on aime bien te revoir, te voir grandir comme ça. On est ravis de t'avoir accueilli dans nos nouveaux studios. Tu as vu un peu ceux-là? Ils sont beaux. Ils sont beaux. Ils sont mieux que ceux que quand tu étais venu un petit peu. N'importe quoi. J'étais aussi. Bon, là, l'objectif, c'est de se retrouver dans 2 ans. Et que dans 2 ans, tu sois titulaire en NBA. C'est l'objectif. Voilà, c'est l'objectif qu'on te donne. On te teste 2 ans avec tout le travail, les 8000 shoots par heure si tu veux. Mais dans 2 ans, t'es titulaire en NBA, on se fait une belle interview, t'es en équipe de France, la totale, quoi. C'est noté. Très bien, Ryan, bravo. Repose-toi un peu aussi des fois parce que c'est important. Une sieste, là. Il y a Jimmy qui est arrivé, il va s'énerver. Il est là, Jimmy, mon Jimmy. Tiens, viens voir Jimmy parce que je veux qu'on raconte comme quoi le monde est petit. Tiens, viens, prends ma place, viens t'asseoir. On va finir là-dessus. Ça va, Jimmy? Alors Jimmy Verov, pour ceux qui connaissent pas, champion d'Europe. Alors Jimmy Verov, champion d'Europe avec le CSP Limoges, le grand Bozidar Malskovic à l'époque. Ça, t'étais tout jeune. Oui. T'avais quel âge quand tu gagnes en 93? 22. 22 ans. Très bien. Donc Jimmy Verov, grande carrière en Pro A, MVP de Pro B, tout ça. Jimmy, oui. on a joué ensemble. On a joué ensemble. Quand j'étais tout jeune. Exactement. En espoir. En espoir. Bien fou.
On était chevelus. Bon, moi, déjà, un peu moins, déjà. Ah, quand même. Donc voilà, non, je me rappelle très bien. Et on a joué ensemble, ouais. J'avais la chance de faire le banc des pros. Et le premier mec sur qui j'ai défendu en pro l'entraînement, quand je sortais de cadet, c'est Jimmy. Et j'ai pris une belle branlée. Mais c'était toute une année avec toi, ton frère et ton père qui étaient au coaching. Donc voilà, ça me fait quelque chose de te voir là. Et on a joué l'un contre l'autre. Et on a joué l'un contre l'autre en Coupe de France. Mais ça, c'était moins rigolo. Tu m'as mis un coup dans le nez, j'avais fini avec le nez bleu. Désolé. On se refait pas, Jimmy, hein, même en fin de carrière. Désolé. Et aujourd'hui, donc, t'es l'entraîneur personnel de Ryan. Oui, une sacrée expérience. Grosse expérience. C'est un gros bosseur, gros travailleur. Donc, je pense que quand on est avec des jeunes comme ça qui sont porteurs de leur projet et qui recrutent un coach plutôt que d'aller s'acheter une grosse voiture ou je sais pas quoi, ce sont des beaux exemples à suivre. Voilà. Et puis, comme je te dis, c'est vraiment une grosse histoire. Un jour, il faudra vraiment que je la raconte en long et en large parce qu'on a vécu des sacrés trucs et c'est que le début. Ben écoute, tu pourras revenir nous raconter tout ça. Tu peux juste dire aux gens qui disent que j'ai jamais joué au basket que c'est pas vrai, Jimmy. Si, il a joué au basket. Oh, Jimmy, attends un peu. Arrête un peu. J'ai même dépanné avec les pros un peu. Ça n'a pas toujours été ça. Mais Gros shooter. Ah ouais. On va s'arrêter sur cette. Merci Jimmy, merci Ryan. À bientôt. Ciao les gars, on se retrouve bientôt pour d'autres interviews. Ciao l'équipe.